5 milliards de francs CFA tassés dans une valise traversent la nuit de Ouagadougou comme une rupture nette. Au contrôle, cette masse d'argent contredit le langage rassurant des investisseurs et dévoile une guerre invisible menée loin des lignes de front. Que doit comprendre celui qui regarde de loin quand Ibrahim Traoré cherche à empêcher qu'un pays soit acheté morceau par morceau, sans bruit et sans vote, si une seule valise peut déclencher une crise que dissimule telle que personne ne voit passer? La promesse de ce récit est claire et mesurée: offrir aux spectateurs une grille de lecture pour comprendre comment l'argent liquide, les structures dites humanitaires et des intermédiaires discrets peuvent redevenir des leviers d'ingérence politique. Le bénéfice est concret. Comprendre les risques invisibles qui entourent une transition fragile, sans slogan ni simplification. Car derrière l'affaire d'une valise interceptée se joue bien plus qu'un scandale financier isolé. Il est question de souveraineté, de loyauté militaire et de la capacité d'un État à décider sans pression dissimulée. Le Burkina Faso apparaît ici comme un terrain d'observation précis, où chaque geste mineur peut produire des effets disproportionnés. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette période devient un test silencieux: résister sans provoquer, observer sans céder, documenter sans exposer trop tôt. Pour celui qui regarde, l'enjeu dépasse le cas burkinabé. Il touche à une question plus large. Comment reconnaître une influence quand elle se présente sous des formes respectables, légales en apparence, mais lourdes de conséquences politiques? C'est ce fil que la suite va dérouler étape par étape, sans ajouter de faits, mais en reliant ceux qui sont déjà visibles. La révélation est immédiate et chiffrée. 5,3 milliards de francs CFA ont transité en quelques mois par des circuits présentés comme humanitaires, bien au-delà d'un simple incident isolé. Cette donnée change l'échelle du récit car elle indique un système, non un geste improvisé. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, les services de sécurité comprennent que la valise interceptée n'est que la partie visible d'un mécanisme plus large, conçu pour influencer une transition politique sans affrontement ouvert. Le contexte est celui d'un État encore fragile, engagé dans une recomposition de ses équilibres internes. Les pressions ne n'exercent pas par des déclarations publiques, mais par des rencontres anodines, des appels brefs et des promesses floues. Dans cet environnement, l'argent liquide devient un accélérateur silencieux, capable de contourner les procédures officielles et de tester la loyauté des acteurs clés. La méthode repose sur la discrétion: avancer sans laisser de traces visibles, s'appuyer sur des intermédiaires respectables et envelopper l'opération d'un vocabulaire de coopération. C'est ici que la notion de guerre invisible prend sens. Elle ne se mène ni par des colonnes armées, ni par des ultimatums, mais par l'accumulation de micro-décisions. Un rendez-vous accepté, un protocole déjà rédigé, une transition présentée comme inévitable. Chaque détail, pris isolément, semble banal. Ensemble, ils dessinent une trajectoire capable de déplacer le centre de gravité d'un État. Pour le spectateur, cette première révélation ferme la première boucle de curiosité. La distance entre une somme d'argent et le destin d'un pays n'est pas abstraite. Elle se mesure à ses interactions ordinaires, où la souveraineté peut être négociée sans débat public. À partir de là, une question s'impose: comment ces approches concrètes ont-elles pris forme et qui a choisi de ne pas céder lorsque la pression s'est précisée? Le récit se précise à travers quelques figures clés, non pas comme des héros, mais comme des points d'appui silencieux. Les véritables personnages d'ouverture ne sont ni les financiers étrangers ni les intermédiaires sûrs d'eux, mais un noyau restreint d'officiers burkinabés placés au cœur de la chaîne de commandement. Leur rôle initial est modeste: écouter, noter, observer. Pourtant, ces gestes discrets produisent
des effets immédiats. Un premier cas apparaît lorsqu'un officier reçoit une proposition présentée comme un simple échange informel. Le cadre est banal, le ton courtois et rien ne ressemble à une opération illégale. La valise n'est évoquée qu'à la fin, presque comme une formalité. Ce moment marque un impact précoce, la prise de conscience que l'ingérence cherche à entrer par la porte la plus ordinaire. Un second cas suit, plus direct. Un officier plus jeune se voit promettre une progression accélérée, à condition d'appuyer un réaménagement politique déjà décrit comme inévitable. Là encore, le piège se loge dans les détails. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, ces approches isolées cessent d'être des tentations individuelles pour devenir des signaux exploitables. Chaque contact permet de cartographier des relais, d'identifier des habitudes et de mesurer la profondeur du réseau. L'impact est rapide. Avant toute arrestation, l'équilibre interne commence déjà à se modifier. Les officiers sollicités sont sécurisés, les hésitations deviennent des indices et la loyauté silencieuse se transforme en ressource stratégique. En somme, une poignée de choix ordinaires peut infléchir le destin d'un État. Avant la saisie, la séquence se met en place lentement, presque sans aspérité. Les premiers signaux prennent la forme de rumeurs persistantes dans certains cercles militaires. Un étranger discret proposerait de soutenir des cadres afin d'assurer une transition présentée comme inévitable. Rien d'illégal en apparence, seulement des paroles prudentes et des promesses enveloppées d'un vocabulaire administratif. Les informations remontent par paliers jusqu'au moment où décision est prise de ne pas interrompre le processus, mais de l'observer. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, une ligne claire s'impose. Laisser faire, surveiller de près, documenter chaque étape. Puis viennent les contacts, une rencontre improvisée dans un restaurant anonyme, un appel passé depuis une ligne sécurisée, un rendez-vous fixé dans un hôtel où les chambres sont louées à la semaine et réglées en liquide. À chaque fois, le scénario semble maîtrisé par l'intermédiaire, convaincu que le terrain est favorable. Il parle peu de politique et beaucoup de stabilité. Il évoque des appuis extérieurs sans les nommer, insiste sur l'urgence et répète que tout est déjà décidé ailleurs. En arrière-plan, les services burkinabés suivent les mouvements, identifient les points de passage et croisent les informations. La montée en tension s'opère lorsque les enquêteurs découvrent que l'argent ne provient pas d'une source unique. Les circuits observés renvoient à des schémas déjà repérés dans d'autres tentatives d'influence. Ce constat marque un changement de rythme. Il ne s'agit plus de vérifier une corruption ponctuelle, mais de comprendre l'architecture d'un réseau structuré. Les équipes se coordonnent, sécurisent les officiers sollicités et anticipent le moment où l'intervention devra être rapide et silencieuse. Le point culminant survient le 8 novembre 2024 dans un hôtel du centre de Ouagadougou. L'intermédiaire, sûr de lui, pense conclure l'accord. La valise est là, lourde, prête à être échangée contre des engagements précis. Au signal convenu, une unité spéciale intervient. L'opération est brève, sans coup de feu, sans panique. Les gardes sont neutralisés, l'homme arrêté, la valise saisie. En quelques minutes, la trajectoire d'un coup d'État soutenu de l'extérieur s'effondre. Après la saisie, les répliques sont immédiates. Les autorités tracent la provenance des fonds, identifient des sociétés écrans et établissent des connexions entre plusieurs capitales régionales. L'information se diffuse rapidement dans le pays. Des images montrent Ibrahim Traoré entouré de soldats restés fidèles. Pour une partie de la population, la scène symbolise un refus net d'être acheté. Pour les analystes, elle marque un précédent, un réseau mis au jour sans violence grâce à la cohésion interne. Avant, l'ingérence avançait dans l'ombre. Après, elle devient visible. C'est ce basculement précis
et daté qui transforme une suite de signaux faibles en événements politiques majeurs. Avant la saisie, les autorités disposaient d'indices dispersés. Après, les chiffres dessinent une structure mesurable. La bascule est nette. Ce qui relevait de soupçons devient un système documenté. Un premier repère chiffré apparaît. 5,3 milliards de francs CFA ont transité entre juillet et octobre 2020. Et par des comptes liés à des organisations présentées comme humanitaires. Cette somme dépasse largement l'épisode de la valise et indique une capacité de financement continu pensée pour durer. Elle sert de repère de référence. Un flux régulier, discret, difficile à détecter sans surveillance ciblée. Un deuxième repère se confirme. 32 appels ont été enregistrés en moins de 3 semaines entre les personnes interpellées et des relais situés à l'étranger. Ce volume, concentré dans un laps de temps court, révèle un mode opératoire précis. Les enquêteurs notent que les pics de communication coïncident avec des moments de tension sécuritaire dans le nord du pays. La corrélation n'est pas présentée comme une preuve isolée, mais comme un signal fort. L'information circulait rapidement et l'intensité des échanges s'ajustait aux événements sur le terrain. Autrement dit, le réseau observait et réagissait presque en temps réel. Un troisième indicateur ressort. D'ordre social. 1,2 million de messages de soutien ont été recensés sur les réseaux en 48 heures après l'arrestation. Cette donnée n'a pas la précision d'un relevé bancaire, mais elle mesure un basculement d'attitude. Une partie de la population passe d'une observation prudente à une prise de position visible. Pour les analystes civiques, ce volume traduit la capacité d'un symbole, la valise, à condenser des inquiétudes diffuses sur l'ingérence et à les rendre publiques. Pris ensemble, ces chiffres forment une progression claire. Le flux financier montre la profondeur du réseau. Les communications éclairent sa méthode et sa réactivité. La réaction populaire révèle l'effet immédiat sur la société. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée sert un objectif précis: déplacer le débat du registre narratif vers un terrain vérifiable, sans ajouter de faits nouveaux, mais en reliant ceux qui sont déjà établis. Ce passage par les données ferme la deuxième boucle de curiosité ouverte plus tôt. Il répond à la question du comment. Comment une influence peut s'exercer sans bruit et comment elle peut être mise au jour sans violence. Mais il en ouvre une autre, plus délicate. Si les preuves sont aussi nettes, quelles lectures opposées vont émerger à l'international et sur quels arguments vont-elles s'appuyer pour contester ou relativiser ces constats? Sur la scène internationale, l'affaire de la valise suscite rapidement des lectures opposées, chacune structurée autour d'arguments cohérents qu'il faut examiner avant de les discuter. Le premier raisonnement, repris par plusieurs chancelleries occidentales, affirme que l'épisode révélerait une dérive sécuritaire. Selon cette approche, le gouvernement burkinabé verrait des ingérences partout et risquerait de transformer une vigilance légitime en soupçon systématique. La conséquence avancée est claire: suspension de programmes, recul de certaines coopérations et isolement progressif d'un pays déjà fragilisé. Dans cette logique, la fermeté affichée serait contre-productive, car aucun État ne pourrait se passer durablement de partenaires traditionnels sans s'exposer à une vulnérabilité accrue. Un second argument, porté par une partie de la jeunesse intellectuelle africaine et de plusieurs analystes régionaux, soutient la thèse inverse. Pour eux, la dépendance structurelle représente un risque plus profond que la réduction temporaire de l'aide extérieure.
Les mécanismes de coopération conditionnelle seraient susceptibles d'entretenir un cycle de vulnérabilité où les ressources naturelles profitent peu aux populations. Dans cette lecture, l'affaire de la valise n'est pas une exception, mais un révélateur. Elle montre comment certaines formes d'assistance peuvent devenir des leviers d'influence politique. La fermeté assumée par les autorités, souvent associée au nom d'Ibrahim Traoré, serait alors une tentative de rompre avec des pratiques anciennes. La réfutation ne consiste pas à disqualifier l'un de ces récits, mais à les confronter aux données disponibles. Les chiffres déjà publiés indiquent une hausse de 7% de la production aurifère en 2024 et une augmentation de 12% des recettes minières sur la même période. Ces éléments ne suppriment pas les risques évoqués par le premier camp, mais ils fragilisent l'idée d'un effondrement immédiat lié à une stratégie d'autonomie accrue. Ils suggèrent un espace intermédiaire où les faits reconfigurent le débat sans trancher définitivement. Ce passage contradictoire remplit une fonction précise: montrer que l'enjeu n'oppose pas vigilance et coopération, mais pose une question plus complexe. Jusqu'où un État peut-il protéger sa souveraineté sans transformer cette protection en isolement durable? Cette formule, prononcée publiquement par Ibrahim Traoré, agit comme un point de bascule narratif. Elle ne révèle pas un fait nouveau, mais change le cadre de lecture de tout ce qui précède. Jusqu'ici, l'affaire de la valise pouvait être perçue comme une opération de sécurité réussie. À partir de cette phrase, elle devient une déclaration d'intention politique, lisible par tous, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le changement est subtil mais décisif. L'épisode cesse d'être un incident à gérer pour devenir un signal adressé à plusieurs publics en même temps. Aux acteurs internes, il rappelle que la loyauté observée dans l'ombre est désormais reconnue et assumée. Aux intermédiaires extérieurs, il indique que la discrétion ne garantit plus l'impunité. Aux partenaires internationaux, il impose une nouvelle variable. La coopération devra composer avec une ligne de souveraineté explicitement affirmée. Ce midpoint révèle aussi un déplacement du risque. Avant, la pression pesait surtout sur quelques officiers ciblés. Après, elle se déplace vers l'État lui-même, exposé à des réactions diplomatiques, économiques ou médiatiques. En choisissant de rendre visible ce qui était jusque-là traité à bas bruit, Ibrahim Traoré transforme une défense silencieuse en posture assumée. La question ouverte au centre du récit est désormais claire. Ce repositionnement symbolique peut-il produire des effets concrets et durables, ou n'est-il qu'un moment rhétorique destiné à renforcer un rapport de force immédiat? À partir du moment où l'affaire de la valise devient publique, ses effets cessent d'être abstraits et se déploient selon quatre lignes d'impact distinctes, alright, touchant des acteurs différents à des niveaux différents. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ces conséquences donnent une mesure concrète de ce que signifie une souveraineté revendiquée au-delà du discours. Pour l'État d'abord, l'épisode sert de levier institutionnel. Les autorités transforment l'échec du réseau en argument pour accélérer certaines réformes déjà envisagées. Les contrats miniers sont renégociés afin d'augmenter la part de revenus conservés sur le territoire et des mécanismes de contrôle renforcés sont introduits pour limiter les flux financiers opaques. L'objectif n'est pas l'autarcie, mais une capacité accrue à fixer les règles. Cette dynamique renforce la cohérence administrative et donne aux institutions une marge de manœuvre plus lisible, même si elles restent fragiles et dépendantes de l'exécution dans le temps. Pour les entreprises ensuite, locales comme étrangères, le message est ambivalent. D'un côté, les règles deviennent plus strictes, ce qui alimente des inquiétudes chez certains investisseurs habitués à des arrangements souples. De l'autre, cette clarification réduit l'incertitude juridique à moyen terme. Des acteurs économiques y voient la possibilité de partenariats plus équilibrés, fondés sur des engagements explicites plutôt que sur des réseaux informels. Le marché ne se ferme pas, mais il se reconfigure,
et cette reconfiguration oblige chacun à recalculer ses risques et ses attentes. Pour la population, l'impact est surtout symbolique, mais il produit des effets sociaux mesurables. L'arrestation et la communication qui s'ensuit déclenchent une vague de réactions, de débats et de prises de position publiques. Dans les quartiers, sur les radios locales et dans les écoles, l'affaire devient un point de référence pour discuter de corruption, de loyauté et de souveraineté. Cette mobilisation n'efface pas les difficultés économiques du quotidien, mais elle rétablit un lien plus direct entre citoyens et institutions, en donnant le sentiment que certaines lignes rouges peuvent être défendues. Enfin, au niveau régional, l'onde de choc dépasse les frontières. Le Burkina Faso consolide ses liens avec le Mali et le Niger au sein de cadres de coopération existants, souvent regroupés sous l'étiquette de l'Alliance des États du Sahel. Cette convergence reste inégale, mais elle gagne en substance à travers des projets agricoles, énergétiques et sécuritaires partagés. Dans ce contexte, le nom d'Ibrahim Traoré circule de plus en plus comme un symbole d'un repositionnement géopolitique assumé, observé attentivement par les voisins comme par les partenaires extérieurs. Ces quatre niveaux d'impact montrent que la valise n'est plus seulement un objet saisi, mais un révélateur. Elle marque le passage d'un risque invisible à des choix visibles dont les effets se font sentir bien au-delà de l'événement initial. À l'horizon des prochains mois, l'épisode de la valise ouvre trois trajectoires plausibles, chacune éclairant une manière différente de transformer une posture de souveraineté en résultat concret. Ces scénarios ne prétendent pas prédire l'avenir, mais proposer un cadre de lecture pour interpréter les signaux à venir. Dans le scénario de base, le plus probable, la dynamique actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les institutions continuent de se consolider par étapes, les forces armées poursuivent leur réorganisation et la renégociation de certains cadres économiques se stabilise. La croissance demeure modérée, suffisante pour maintenir des partenariats régionaux et attirer des acteurs prêts à composer avec des règles plus claires. Les tensions diplomatiques persistent mais restent gérables. Dans cette configuration, le pays avance lentement, en privilégiant la cohérence à la vitesse, et la ligne défendue par Ibrahim Traoré s'inscrit dans la durée sans provoquer de choc brutal. Dans le scénario le plus favorable, l'intégration régionale joue un rôle d'accélérateur. La coopération avec le Mali et le Niger gagne en densité, notamment dans les domaines agricoles, énergétiques et sécuritaires. La mutualisation de certaines infrastructures réduit les coûts et améliore la résilience face aux pressions extérieures. Cette convergence crée un effet de levier inédit permettant au Burkina Faso de négocier à partir d'une position moins isolée. La souveraineté revendiquée se traduit alors par des gains tangibles, et le pays devient un laboratoire régional observé avec attention. Le scénario le plus risqué repose sur l'hypothèse d'un isolement accru, des sanctions financières, des campagnes de dénigrement ou de nouvelles tentatives de déstabilisation pourraient freiner l'économie et raviver des fragilités internes. Une contraction prolongée suffirait à éroder la cohésion sociale et à redonner prise au réseau d'influence que l'affaire de la valise avait mis en lumière. Ce scénario n'est pas inévitable, mais il reste présent tant que les alliances alternatives ne sont pas pleinement opérationnelles. Pour le spectateur, l'essentiel n'est pas de choisir un scénario, mais de retenir une méthode d'analyse. Ne pas confondre vitesse et direction. Les ajustements à venir devront être évalués sur leur cohérence globale plus que sur leurs résultats immédiats. À ce stade du récit, la question centrale devient plus personnelle. En quoi cette histoire concerne-t-elle celui qui regarde, même loin du Sahel? Trois angles permettent de faire ce lien sans quitter le terrain des faits. Le premier touche au rapport à l'autonomie. Dans de nombreux contextes professionnels ou institutionnels, des offres attractives se présentent avec des conditions implicites. L'épisode de la valise rappelle que les avantages immédiats
peuvent masquer des coûts différés. Accepter un soutien rapide peut simplifier une situation à court terme, mais réduire la capacité de décider ensuite. Ce mécanisme n'est pas propre au Burkina Faso. Il se retrouve à d'autres échelles, dans des organisations, des entreprises ou des parcours individuels. Le deuxième angle concerne la vigilance face aux influences. Le récit montre que l'ingérence ne s'impose pas toujours par la contrainte. Elle avance souvent sous des formes respectables, légales en apparence, portées par des intermédiaires crédibles. Pour le spectateur, reconnaître ces signaux faibles, promesses floues, urgences fabriquées, cadres déjà écrits, devient un exercice transposable à d'autres environnements. Comprendre ces mécanismes aide à distinguer coopération et dépendance. Le troisième angle renvoie à la responsabilité individuelle. L'histoire souligne qu'un petit nombre de décisions ordinaires a suffi à empêcher une bascule majeure. Aucun geste spectaculaire, mais une suite de choix discrets. Écouter, vérifier, transmettre. Cette logique peut résonner pour des publics variés. Employés, étudiants, cadres, fonctionnaires, confrontés à des dilemmes où la loyauté et l'éthique se jouent à bas bruit. En reliant ces trois perspectives, le récit ne propose pas un modèle à copier, mais une grille de lecture. Il suggère que la souveraineté collective, comme l'intégrité personnelle, se construit souvent dans des situations banales, là où la facilité semble la plus tentante. Après l'épisode de la valise, l'enjeu pour les autorités est de transformer un succès opérationnel en cadre durable. La feuille de route avancée repose sur une série d'étapes concrètes, pensées pour réduire les vulnérabilités sans créer de rupture brutale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'accent est mis sur des actions mesurables plutôt que sur des annonces symboliques. D'abord, cela concerne l'assainissement des flux financiers. Les administrations renforcent les mécanismes de traçabilité en ciblant en priorité les circuits où circulaient des fonds présentés comme humanitaires. Les contrôles deviennent systématiques et leur efficacité se mesure au nombre de canaux fermés et de transactions réévaluées. L'objectif est simple, rendre plus coûteuse toute tentative de financement opaque. Ensuite, cela porte sur l'encadrement des ressources minières. Les contrats existants sont réexaminés afin d'augmenter la part de valeur conservée localement. Les ministères concernés intègrent ces exigences dans les futurs accords avec un indicateur central, la proportion de bénéfices effectivement réinvestis sur le territoire. Cette approche vise à réduire la dépendance sans interrompre l'activité économique. Puis, cela consiste à institutionnaliser l'expérience acquise. L'affaire devient un cas d'étude dans les écoles militaires et les administrations, afin d'améliorer la détection précoce des tentatives d'ingérence. Le succès se mesure à la capacité des unités formées à identifier plus tôt des signaux similaires. Enfin, la feuille de route inclut une dimension citoyenne. Les autorités encouragent la transparence, la publication régulière de données et le débat public. La progression se lit dans la qualité des échanges médiatiques et la confiance accordée aux informations diffusées. L'ensemble dessine une méthode. Transformer la vigilance ponctuelle en pratique durable. Lorsque la nuit retombe sur Ouagadougou, une image persiste, discrète mais structurante, celle des officiers qui, aux premiers instants du complot, avaient choisi de feindre l'hésitation pour mieux remonter la chaîne d'ingérence. Ce motif, posé dans les scènes initiales, revient ici comme un fil continu, reliant l'ombre du début à la clarté du dénouement. Leur fidélité silencieuse éclaire la posture assumée par Ibrahim Traoré lorsqu'il affirme que le pays ne sera plus mis en vente. Dans les quartiers populaires, ce récit circule désormais sous forme d'anecdotes. On évoque l'officier qui a pris des notes au lieu de refuser, celui qui a attendu le bon moment pour transmettre une information,
celui qui a tenu bon sans jamais se mettre en avant. Ces histoires n'effacent ni les menaces persistantes ni les difficultés du quotidien, mais elles redonnent une épaisseur humaine à une décision politique souvent perçue comme lointaine. Le rappel émotionnel n'est pas celui d'un triomphe spectaculaire, mais d'une retenue collective. Il montre que la souveraineté ne s'exprime pas toujours par des gestes éclatants, mais par une accumulation de choix modestes tenus dans la durée. À travers cette scène finale, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure isolée que comme le point de convergence d'une loyauté partagée. La phrase qui s'impose alors est simple et durable. La loyauté n'a pas de prix. L'histoire ne se referme ni sur l'arrestation d'un homme, ni sur la saisie d'une valise. Elle continue de s'écrire dans les gestes quotidiens d'un pays qui cherche à décider par lui-même, sous contrainte, mais sans renoncer à fixer ses propres lignes rouges. Pour le spectateur, même éloigné du Burkina Faso, ce récit propose une invitation simple: regarder autrement ce qui circule autour de lui, les offres trop avantageuses, les partenariats déjà cadrés, les récits qui semblent prêts à l'emploi. À travers l'épisode de la valise associé au nom d'Ibrahim Traoré, une question plus large émerge. Comment se fabriquent les dépendances modernes? À quel moment une aide, un soutien ou une opportunité cesse-t-il d'être neutre pour devenir un levier d'influence? Et surtout, qui garde la capacité de dire non lorsque le coût du refus paraît immédiat? Ce sont ces interrogations que cette vidéo laisse ouvertes. Elle ne demande pas une réponse unique, mais un échange. Si cette histoire vous évoque des situations proches ou lointaines, vous pouvez les partager, les questionner, les mettre en perspective. C'est souvent dans ces discussions, sobres mais nécessaires, que se construisent les réflexes collectifs capables de rendre visibles les valises que l'on préfère, ailleurs aussi ne pas voir passer.